Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. L'Afrique de l'Ouest et du Centre resserre les rangs face aux menaces sanitaires émergentes. Experts et décideurs sont réunis à Conakry pour renforcer la coopération entre santé humaine, animale et environnementale. Le coup d'envoi des travaux est donné par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et pendant ce temps, en Azerbaïdjan, la Guinée poursuit son offensive diplomatique et économique. Le ministre du Plan et sa délégation sont reçus par le vice-premier ministre en charge du développement. Les temps forts de cette rencontre au sommet avec notre envoyé spécial à Bakou. Et mesdames et messieurs, cap sur Kouroussa ce soir, où la mare sacrée de Kourala a une nouvelle fois rassemblé des milliers de fidèles visiteurs. Vieille de plus de 7 siècles, cette célébration emblématique mêle spiritualité, retrouvailles et tradition populaire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Face donc aux menaces sanitaires émergentes, l'Afrique de l'Ouest et du Centre renforce la riposte collective. À Conakry, experts et décideurs sont réunis du 17 au 19 juin autour de l'approche On Health. Ils échangent sur les moyens de renforcer la coopération autour de la santé humaine, animale et environnementale. Les travaux ont été lancés ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement, Hadi Camara. Les épidémies ignorent les frontières. Face à ces menaces, l'Afrique de l'Ouest et du Centre fait le choix de l'unité. À Conakry, gouvernement, experts et partenaires internationaux se retrouvent autour d'une même vision, celle de mieux prévenir les crises sanitaires et renforcer la coordination entre la santé humaine, animale et environnementale, une approche intégrée devenue indispensable face aux défis sanitaires émergents. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape importante dans ce processus. Il offre aux pays de la CEDEAO et de la CEMAC un cadre privilégié d'échange, d'expérience, d'apprentissage mutuel et de réflexion collective sur les meilleures stratégies de mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Les thématiques inscrites à l'ordre du jour constituent des leviers essentiels pour traduire nos engagements politiques en résultats concrets au bénéfice des populations. C'est une rencontre de haut niveau. Elle réunit plusieurs experts et partenaires techniques venus de la sous-région. Tous partagent la même conviction. Aucun pays ne peut faire face seul aux menaces sanitaires émergentes. La réponse doit être collective et coordonnée. Votre présence ici aujourd'hui, représentant 20 pays et plusieurs secteurs, témoigne de l'engagement fort de notre région en faveur de la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Cette diversité constitue une richesse précieuse, favorisant l'apprentissage mutuel, la confiance et la consolidation de partenariats durables. L'OMS réaffirme son engagement à accompagner les États dans le renforcement de la surveillance intégrée, l'analyse conjointe des risques et la préparation et riposte aux urgences sanitaires dans une approche réellement interconnectée. Pour le Premier ministre, investir dans la prévention et la coopération régionale demeure la meilleure réponse aux crises futures. C'est pourquoi il appelle au renforcement des mécanismes de surveillance et d'alerte précoce. Chaque épreuve doit être une source d'enseignement pour en tirer les leçons et avancer. La maladie se contrefiche d'une souveraineté territoriale, d'où la nécessité absolue qu'au niveau de One Health ou de la question sanitaire de manière globale, qu'on se rende compte que c'est une question qui est devenue transnationale. Ça ne peut plus être simplement une question nationale. Durant ces jours de travaux, vous avez la lourde tâche de proposer des feuilles de route claires, pragmatiques et adaptées à nos réalités. À cet effet, vous pouvez compter sur l'appui du gouvernement guinéen et, bien entendu, j'en suis sûr, sur l'appui de tous les gouvernements de l'Ouest africain que
du centre. Dans un monde où la santé des hommes, des animaux et de l'environnement est intimement liée, la sécurité sanitaire ne connaît plus de frontières. Les bases d'une réponse collective se dessinent déjà pour protéger les générations futures. Nous restons toujours à la primature où le Premier ministre a reçu une mission du Fonds monétaire international en séjour de travail à Conakry. Au centre des échanges, la situation économique du pays et les perspectives de coopération avec l'institution financière internationale. Voici ce qu'il ressort de cette rencontre avec Ousmane Bangoura. Le Premier ministre reçoit une importante délégation du Fonds monétaire international, conduite par Papa Niaï, directeur adjoint du département Afrique. Cette mission s'inscrit dans le cadre des consultations au titre de l'article 4, un exercice régulier d'évaluation de l'économie guinéenne, mais également des discussions portant sur un futur programme de coopération économique et financière avec la Guinée. La mission réaffirme la disponibilité de l'institution à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de ces réformes et à poursuivre les échanges durant les 2 semaines de travail prévues à Conakry. Nous avons eu des exposés très clairs sur la vision Simandou 2040 et les objectifs très ambitieux que l'État s'est imposés pour la transformation structurelle de la Guinée et l'amélioration des conditions de vie de tous les Guinéens. C'est un projet très ambitieux, très excitant. Nous sommes ici pour vous accompagner le gouvernement, le Premier ministre et le peuple guinéen dans cette trajectoire. Le Premier ministre Amadou Ouriba souligne la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes engagées pour consolider les équilibres macroéconomiques, renforcer la résilience de l'économie nationale et améliorer durablement les conditions de vie des populations. Le président de la République et l'ensemble du gouvernement sont fortement attachés à ce que les réformes structurelles puissent être engagées pour nous permettre, disons, de mener conséquemment et positivement les chantiers instruits par le président de la République. Donc on leur souhaite un séjour de travail agréable et nous sommes à leur disposition pour leur apporter tout l'appui nécessaire pour qu'ils mènent à bien leur mission. Cette mission marque une nouvelle étape dans le partenariat entre la Guinée et le FMI. Elle vise à approfondir le dialogue économique et identifier les axes de coopération susceptibles d'accompagner les ambitions de développement du pays. Et puis le ministère de l'économie, des finances et du budget a procédé en début de semaine à la restitution des modèles économiques élaborés par la Direction nationale des prévisions économiques et de la conjoncture, un dispositif structuré autour de 7 grands axes d'analyse pour mieux anticiper les évolutions de l'économie nationale. Mamadi Gassama et Sa Alou Diambouno. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un important processus de renforcement des capacités techniques mené par la DNPEC avec l'appui de ses partenaires. La direction met à la disposition de la Guinée des outils modernes capables de simuler les effets des politiques économiques, d'anticiper les chocs conjoncturels et d'évaluer l'impact des grands projets structurants sur l'économie nationale. Ces outils permettront de mesurer avant leur mise en œuvre les effets macroéconomiques des grandes réformes publiques, d'analyser les impacts distributifs des politiques économiques sur les ménages, les secteurs et les territoires, d'évaluer les retombées des investissements d'infrastructures et des projets structurants. Au total, 7 modèles économiques ont été développés pour renforcer les capacités d'analyse, de prévision et d'évaluation des politiques publiques en République de Guinée. La troisième chose, c'est vous réitérer notre engagement en tant que partenaire du projet Simandou, de notre accompagnement continu au renforcement des capacités et à la qualification des politiques publiques. Ces outils constituent une avancée majeure dans la gestion des finances publiques. Avec le développement du projet Simandou et le déploiement progressif du programme Simandou 2040, la Guinée aborde
un tournant majeur de son histoire économique. Les ressources qui en découleront créent des perspectives inédites pour accélérer la transformation structurelle de notre économie, renforcer sa résilience et jeter les bases d'une croissance plus diversifiée, inclusive et durable. La cérémonie s'est achevée par des échanges entre les participants sur les modalités d'utilisation de ces modèles et les perspectives de leur intégration dans le processus national de planification et de prise de décision économique. Et mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant la direction de l'Azerbaïdjan. Je le disais au sommaire, c'est là que séjourne depuis quelques jours maintenant une délégation guinéenne conduite par le ministre du Plan de la coopération internationale. Ce mercredi, Ismaël Nabé et sa suite ont été reçus par le vice-premier ministre du pays en charge du développement. Ambiance et temps fort de discussion avec notre envoyé spécial à Bakou, Mamadou Saliouba. À Bakou, en marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, la délégation guinéenne conduite par le ministre du Plan de la coopération internationale et du développement a eu plusieurs rencontres de travail de haut niveau avec des personnalités d'Azerbaïdjan. D'abord, le ministre Ismaël Nabé et sa suite sont reçus par le vice-premier ministre d'Azerbaïdjan en charge du développement. Les discussions avec le vice-premier ministre ont porté sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Bakou. Ismaël Nabé a saisi l'occasion pour remettre au vice-premier ministre une copie du programme de développement Simandou 2040 du cabinet des ministres siège de la primature d'Azerbaïdjan. La délégation guinéenne est ensuite reçue par le ministre de l'économie et du plan. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, les échanges ont permis de raffermir le cadre de coopération entre Conakry et Bakou. Les deux parties ont exploré plusieurs axes de coopération et déjà un accord de partenariat est signé dans le domaine de la formation. Ça fait à peu près une année qu'on discute de collaboration, de partenariat entre la Guinée et l'Azerbaïdjan. Nous avons discuté, on a fait un tour d'horizon de coopération entre les deux pays. Ce qui transparaît aujourd'hui, il y a des domaines vraiment stratégiques que nous pouvons collaborer. C'est un pays minier comme la Guinée, donc c'est des domaines que nous allons approfondir avec le ministère en charge des mines, mais aussi le ministère des Transports, des Infrastructures, la Banque centrale. Tous ces éléments-là, nous avons discuté aujourd'hui et surtout le capital humain. Et tout à l'heure, on vient de signer un accord de partenariat, de coopération entre les deux ministères pour envoyer des jeunes statisticiens, les planificateurs, pour les former à Bakou, en Azerbaïdjan, dans les universités, et qui peut vraiment aider la Guinée dans le cadre du programme Simandou 2040, une vision de son Excellence le Président de la République. La coopération entre l'Azerbaïdjan et la Guinée se porte bien. Nos deux pays ont beaucoup de similitudes, ce qui favorise d'ailleurs une coopération solide entre les deux pays. En tout cas, nous sommes ravis de collaborer avec la Guinée. Le chef de la délégation guinéenne et sa suite sont ensuite reçus au Fonds souverain d'Azerbaïdjan. La Guinée, dans la perspective de la mise en place d'un fonds souverain, veut s'inspirer de l'expérience de l'Azerbaïdjan. Les discussions entre les deux parties ont porté sur le partage d'expériences dans la gestion de ce fonds stratégique dans le processus de développement économique et social. C'était extrêmement important, la Guinée, dans sa mise en œuvre de son fonds souverain, de s'inspirer des pays frères comme l'Azerbaïdjan pour savoir comment ils ont établi leur fonds souverain, comment l'investissement de ce fonds souverain est effectué et tous les éléments qui peuvent vraiment nous aider à mettre un bon souverain. Donc, la décision était très fructueuse pour voir quelle future collaboration de conseil, mais de voir aussi comment on peut faire des causes d'investissement après la création du fonds souverain guinéen. Donc, c'était extrêmement important à notre point de vue. C'est l'un des fonds souverains les plus performants au monde. Nous avons eu un échange fructueux avec la délégation guinéenne. Nous sommes très heureux de cette visite de travail. Au Centre international de conférence de Bakou, le ministre Ismaël Nabé a participé
à un panel sur le développement durable. À la tribune de ce rendez-vous international, le ministre du Plan de la coopération internationale et du développement a partagé sa vision de financement et de la réalisation des objectifs de développement durable devant des personnalités venues des 50 pays membres de la BID. Ce séjour de la délégation guinéenne à Bakou ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre la Guinée et l'Azerbaïdjan. Ankara accueille également le sommet de la construction Turquie 2026. C'est un grand rendez-vous dédié aux infrastructures et aux technologies du bâtiment. Plus de 75 entreprises et plusieurs délégations gouvernementales prennent part aux travaux. La Guinée est représentée par le ministre de l'Urbanisme venu promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. Maïmouna Bella Diallo, Mohamed Lamine Kaba sont nos envoyés spéciaux. Pendant 2 jours, Ankara accueille le sommet de la construction turque 2026 organisé par l'Association des entrepreneurs de Turquie avec le soutien du ministère turc du Commerce. Ce rendez-vous international réunit décideurs, investisseurs et professionnels du secteur autour du thème « Technologie et matériaux de construction innovants ». À cette tribune, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire porte la vision de la Guinée en matière de développement territorial, de logement et d'infrastructures. Le thème de ce sommet intervient à un moment décisif. Le 21e siècle sera urbain, numérique et climatique. En Guinée, cette conviction guide l'action publique engagée sous le leadership de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République. Notre ambition est de faire de l'aménagement du territoire, du logement et des infrastructures des leviers de transformation économique, de souveraineté nationale et d'attractivité internationale. Le programme Simandou 2040 incarne cette vision. La Guinée souhaite inscrire cette coopération dans une nouvelle dimension. Le développement du logement, les infrastructures urbaines, les villes modernes, les matériaux innovants, la préfabrication industrielle, la technologie numérique, le financement des projets structurants, l'ingénierie et le transfert de compétences. Le chef du département de l'habitat salue l'expérience turque dans la réalisation des grands projets d'infrastructure. J'adresse donc un appel aux entreprises, aux investisseurs et aux institutions financières présents dans cette enceinte. Venez participer à la construction de la Guinée de demain, non seulement comme partenaire économique, mais aussi acteur d'une vision de long terme fondée sur l'innovation, la confiance et la création de valeurs partagées. En marge des travaux, Mohamed Lamine Savané a visité les stands d'exposition aux côtés du vice-président turc, découvrant les dernières innovations technologiques du secteur. Il est ensuite reçu par le ministre turc du Commerce, professeur Omer Bola. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et la Turquie, notamment dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et du commerce. Une rencontre qui ouvre de nouvelles perspectives de partenariat entre Conakry et Ankara. Un détour maintenant par Paris, en France. Le séjour de travail de la délégation guinéenne conduite par le ministre de la modernisation de l'administration s'est achevé sur une réunion technique avec la direction générale de la fonction publique française. Les discussions ont porté sur la gestion des ressources humaines de l'État et les défis de la réforme administrative. De Paris, voici les explications de Mamadi Terna Kamisoko. À Paris, la mission de travail de la délégation guinéenne s'achève par une rencontre stratégique avec la Direction générale de l'administration de la fonction publique, l'institution qui pilote la politique des ressources humaines de l'État français. La DGAFP intervient dans le recrutement, la mobilité des agents, la gestion des carrières ainsi que l'accompagnement des ressources destinées à améliorer la performance des services publics. Face à leur homologue français, les responsables guinéens sont venus s'inspirer de l'expérience et des mécanismes qui ont permis à la France de moderniser sa fonction publique.
au fil des années. La Guinée est très dynamique sur ses réformes et on est vraiment très allant pour accompagner ces changements à venir. On a vraiment envie de se rendre à Conakry pour venir rencontrer les équipes localement et d'accueillir encore des délégations pour essayer conjointement d'échanger et de grandir ensemble, parce qu'en fait on a beaucoup à apprendre aussi de l'administration guinéenne, et en échange on est prêt à vous faire part des bonnes pratiques françaises. Les échanges ont notamment porté sur les enjeux de la transformation de la fonction publique, la professionnalisation de la gestion des ressources humaines et l'adaptation des administrations aux nouvelles attentes des citoyens. Nous avons eu affaire avec des personnes qui maîtrisent bien leur secteur d'activité. Nous sortons très contents, réjouis de ce fait de pouvoir partager avec notre administration et voir comment nous pouvons continuer ce partenariat qu'on voudrait durable et travailler sur ces différents enjeux qui vont permettre à notre pays et à l'administration centrale à la fois d'acquérir des outils et des bonnes pratiques, mais aussi il se trouve qu'en Guinée, nous avons aussi beaucoup de bonnes pratiques et d'outils qui pourraient servir à la France. Cette visite vient ainsi consolider plusieurs jours de rencontres techniques et institutionnelles auprès d'acteurs majeurs de l'administration française, pilotés par le ministre de la Modernisation de l'administration et de la fonction publique. Elle traduit surtout la volonté affirmée des autorités guinéennes de bâtir une fonction publique orientée vers les résultats. Et pendant ce temps, à Libreville, la Guinée et le Gabon veulent donner un nouveau souffle à leur coopération universitaire et scientifique. En marge de la 43e session du CAMES, la ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Diaka Sidibé, a rencontré son homologue gabonais. Ils ont parlé du renforcement des partenariats entre leurs deux États. Sur place, on fait le point avec Mounir Bari. Une nouvelle dynamique de coopération scientifique et académique s'installe entre la Guinée et le Gabon. En marge de la 43e session du Conseil des ministres des CAMES qui s'ouvre ce jeudi à Libreville, Dr Diaka Sidibé a multiplié les échanges avec son homologue gabonais en charge de l'enseignement supérieur. C'est un plaisir. Ensemble, nous avons discuté de façon bilatérale sur les projets d'enseignement et de la recherche scientifique au sein de nos institutions et des pays, dont de la Guinée et du Gabon. Et nous avons longuement discuté sur les mécanismes de travail et de coopération qui feraient en sorte que nous échangeons, par exemple, au niveau de la mobilité des enseignants, des étudiants, et surtout de faire en sorte que ce qui se fait en Guinée soit implémenté au niveau du Gabon et vice-versa aussi. Dans la continuité du renforcement de liens bilatéraux, la ministre a rencontré la communauté guinéenne installée au Gabon à la représentation diplomatique. Les échanges ont porté sur les préoccupations liées aux études post-universitaires, à l'accès aux documents administratifs et à l'accompagnement des étudiants et ressortissants. Nous avons échangé sur les questions culturelles, sur les questions éducatives également. Nous avons échangé sur la question de la poursuite des études post-universitaires pour les enfants guinéens nés ici au Gabon, mais aussi des relations séculaires entre la Guinée et le Gabon. J'ai rappelé également l'engagement des deux chefs d'État dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations et surtout des Guinéens établis à l'étranger. Elle nous a prouvé combien de fois elle est attachée à la diaspora et à la communauté guinéenne. Dès son arrivée, elle a cherché à rencontrer la diaspora guinéenne. C'est de continuer le programme qui a été lancé par le président, de ne pas oublier la diaspora. Nous avons ici des compatriotes qui sont vraiment âgés, qui cherchent à rentrer au pays, qui n'ont rien fait. Donc on a besoin de l'État. À la veille de l'ouverture officielle du Conseil des ministres du CAMES, Dr Diaka Sidibé, présidente sortante du Conseil des ministres, enchaîne les rencontres bilatérales et techniques. Les derniers réglages et recommandations ont été examinés afin d'assurer la réussite de cette 43e session ordinaire et de préparer la passation de la présidence au Gabon. Au même moment, à Moscou, les cadres du ministère guinéen des Affaires étrangères participent à une session de renforcement de capacités axée sur les relations internationales ainsi que sur la diplomatie bi- et multilatérale. Cette formation est animée par des experts russes. Pour plus d'informations, voici le reportage de notre envoyé spécial, Makeme Donzo.
Moscou, capitale de la Fédération de Russie, l'une des plus grandes métropoles du monde. La ville accueille depuis quelques jours une session de renforcement des capacités diplomatiques des cadres du ministère des Affaires étrangères. Les thématiques de la formation portent essentiellement sur les relations internationales. Nous trouvons que cette formation, elle est plus qu'importante parce que là, déjà, nous nous rendons compte que la diplomatie russe, elle est très vaste, elle est très élargie et en plus de ça, nous avons abordé quelques thèmes. Donc, nous encourageons ce genre de formation parce qu'il y a beaucoup de cadres qui en ont besoin en vue de renforcer la diplomatie de notre cher pays, la Guinée. Pendant 2 semaines, les participants bénéficient de l'expertise de spécialistes russes en relations internationales et diplomatie bi- et multilatérale. Un autre signe de l'excellence des relations de coopération entre Conakry et Moscou. L'importance de cette formation, c'est le cadre du renforcement de la coopération entre la République de Guinée et la Fédération de la Russie. Ça peut nous apporter beaucoup parce que s'il y a une formation diplomatique, ce sera une vraie arme pour nous afin de représenter positivement notre pays. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères avec pour objectif de doter notre pays d'une diplomatie plus performante et mieux adaptée aux réalités du monde contemporain. Et puis, en marge de la 11e session de l'Assemblée générale du patrimoine culturel de l'UNESCO, le ministre de la Culture a enchaîné les rendez-vous à Paris. Moussa Moïsila a visité plusieurs hauts lieux culturels français, un agenda chargé avec notamment la question des œuvres d'art spoliées pendant la colonisation. Retour sur ce marathon culturel du ministre avec Amadou Touré et Mohamed Souma. Première étape de cette visite de reconnaissance, le musée de l'armée, où le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a découvert plusieurs objets d'art liés à l'histoire coloniale guinéenne. C'est le cas de ce Coran personnel de l'Almami Samori Touré, une découverte symbolique qui relance les discussions autour de la restitution des objets d'art liés aux héros et résistants à la pénétration coloniale. À l'image de ce livre saint de celui qui est considéré comme l'un des plus grands résistants à la colonisation en Afrique, nombreux objets d'art appartenant à nos héros se trouvent à ce jour dispersés entre les musées français et d'autres d'Europe. Face à cette situation, la Guinée ambitionne de bâtir des musées modernes pour accueillir et valoriser ce patrimoine. Un objet précieux pour nous, qui n'est pas un simple artefact pour nous, c'est une véritable mémoire, c'est la mémoire de la République de Guinée, notre patrimoine commun, qui nous rappelle à la fois ce chef de guerre, sa spiritualité, mais aussi son leadership pour avoir été le fondateur de l'empire du Wasolo. Et donc, voir ce Coran dans son état de conservation, discuter de la question de la restitution des biens, surtout d'une portée aussi majestueuse et spirituelle que le Coran de l'Almami Samori Touré, c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Après le musée de l'armée, dans la dynamique de Conakry, ville créative en littérature de l'UNESCO, le ministre de la Culture s'est rendu à la Cité internationale de la langue française. Une immersion au cœur d'un lieu dédié à la francophonie où il a consulté documents et archives avant de se rendre au siège de l'Harmattan International, l'une des plus grandes maisons d'édition d'expression française au monde. J'ai été très admiratif et frappé par le projet que le ministre m'a présenté aujourd'hui. J'espère que nous allons pouvoir, nous, Cité internationale de la langue française, entamer un parcours de collaboration avec le projet en Guinée. Ce marathon du ministre Moussa Moïse Silla et sa suite s'est achevé ici au musée de Quebranly Jacques Chirac, institution phare des arts extra-européens. Ici, le ministre guinéen de la Culture a découvert des œuvres, non les moindres, du patrimoine africain, parmi lesquelles le masque Ndimba et Banda de la communauté Baga. Une visite marquée par des échanges nourris autour de la préservation et de la valorisation des trésors culturels africains.
Toujours à l'international, les Guinéens vivant à Djeddah, à la Mecque et à Médine cohabitent dans un climat apaisé. Ce sont là les propos du Consul général de Guinée à Djeddah en Arabie Saoudite. Mohamed Bintou Keïta se dit toutefois préoccupé par la situation de certains coopérants et étudiants guinéens installés dans le royaume. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Elhaj Amara Kamara, Elhaj Ibrahim Sori Bari, Elhaj Yamoussa Kamara, Elhaj Soriba Bangoua. Selon le dernier recensement réalisé en 2020, les circonscriptions de Djeddah, de Médine et de la Mecque, couvertes par le consulat général de Guinée à Djeddah, comptent plus de 1500 Guinéens. La grande majorité de ces compatriotes est composée d'étudiants et de coopérants envoyés en Arabie Saoudite par le premier régime guinéen pour le programme de reboisement du périmètre d'Arafat, le principal site du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. Les premières actions qu'on a mises en place, c'était d'aller visiter les malades. Les malades qui sont là, ce sont d'anciens coopérants que le premier régime a envoyés ici en Arabie Saoudite dans le cadre du reboisement des lieux saints, notamment à Arafat. L'autre action aussi, c'était d'aller à la rencontre des Guinéens. Là où ils sont, constater comment ils vivent, leur porter les hautes salutations des hautes autorités de notre pays, à leur tête Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, et sur instruction ferme du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté. Selon le dernier recensement qui a eu lieu en 2020, il y a à peu près dans la juridiction consulaire de Djeddah, il y a 1500 Guinéens. Ces 1500 Guinéens sont composés essentiellement des étudiants. Pour faire face à cette situation des Guinéens en Arabie Saoudite, le consulat général de Guinée a défini un certain nombre de priorités autour desquelles le personnel du consulat est déjà mobilisé pour la mise en œuvre. Nous avons dégagé 3 priorités. Il y a d'abord la digitalisation des services consulaires. La deuxième priorité, c'est de mettre en place une plateforme de suivi des étudiants. La troisième priorité, c'est de lutter contre la lourdeur administrative. Nous voulons que, quand ils viennent demander un document, que le document soit traité tout de suite. Une quatrième priorité, c'est le recensement. Nous voulons qu'il y ait ce recensement général des Guinéens qui résident dans cette juridiction-là. D'après le consul général, si certaines de ces priorités peuvent être financées à partir des subventions accordées par le budget national de développement, PND, d'autres nécessitent une attention particulière des plus hautes autorités du pays. Merci à Elhaj Amara Kamara et à toute son équipe. Retour en Guinée pour dire que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Ablé Keïta, s'est rendu au bataillon spécial de Conakry. Une visite consacrée notamment à la situation des soldats affectés au ballet des armées et à l'orchestre militaire Boaro Banda. Lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Les unités du bataillon spécial de Conakry, fortement mobilisées ce vendredi, ont accueilli le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Ablé Keïta, venu s'inquiéter de la situation des soldats récemment affectés au ballet des armées et l'orchestre militaire Boaro Banda, sur instruction du chef d'état-major général des armées, ensuite faire une lumière par rapport à leur appartenance. À l'occasion, un contrôle de la présence physique et individuelle de ceux qui constituent désormais l'ossature des formations artistiques et culturelles des forces armées guinéennes a été effectué. Je voudrais remercier les responsables des différentes unités pour la mobilisation et aussi remercier les hommes pour tout ce qui est en train de se passer dans cette garnison aujourd'hui. Est vraiment salutaire. C'est l'effort de vous tous. Donc je voudrais vous transmettre les salutations du chef d'état-major général des armées, au nom de qui je suis là aujourd'hui, pour venir voir les orchestres Boaro Band, mais aussi le ballet. Vous n'êtes pas sans informer qu'il y a des jeunes parmi ceux-ci qui viennent de terminer leur formation commune de base. Donc je viens voir leur état d'évolution, voir comment les choses bougent, voir qu'est-ce qu'il faut encore envisager. Cette visite hautement significative est saluée par le directeur de l'information et des relations publiques des armées, Ansoumane Toumani Kamara, dont les 2 structures sont rattachées à sa direction. Vous avez le super Boaro Band qui évolue désormais avec 2 tendances.
Il y a la tendance moderne avec les instruments de musique moderne. Mais puisque nous sommes dans une conquête de valorisation de la culture guinéenne, nous avons, à l'image des anciens orchestres, mêlé les instruments traditionnels avec les instruments modernes pour encore donner une autre sonorité et se distinguer des autres orchestres qui sont sur place. Avant de quitter les lieux, le général de division Aboulaye Keita a été gratifié d'une prestation scénique digne de nom par ces deux entités. Une prestation qu'il a vivement encouragée. Il faut savoir que ces entités-là, le Boiro Band, le ballet relève de la DIRPA. Ces deux entités ont été mises dans le bataillon de la musique. C'est pour leur donner une position. Dans un passé récent, le ballet des armées et l'orchestre Boiro Band constituaient un des maillons forts de l'armée guinéenne avant de tomber dans la disette. Aujourd'hui, les autorités militaires se réjouissent de leur retour dans l'espace culturel guinéen. Dans l'actualité encore, la Guinée poursuit la mise en œuvre de sa politique nationale de la jeunesse dans la cité des Agrumes à Kindia. Les travaux d'élaboration du plan stratégique dédié aux jeunes ont été officiellement lancés. Institutions, partenaires techniques et organisations de jeunesse prennent part à cette rencontre. Yare Diallo et Sununu Sidibé. Après la validation de la politique nationale de la jeunesse au mois de novembre 2025, l'heure est à l'élaboration du plan stratégique du document. À Kindia, les acteurs impliqués dans le processus sont en conclave. Ici, ils échangent sur la matérialisation de ce plan stratégique, une étape importante pour offrir un cadre de développement plus structuré et mieux adapté aux aspirations de la jeunesse guinéenne. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration de ce plan et nous avons voulu faire venir tous les services déconcentrés et les représentants des structures de jeunesse et les partenaires techniques et financiers pour qu'ensemble nous puissions réfléchir afin de doter le ministère de la Jeunesse d'importants documents de politique nationale de la jeunesse. Je tiens à vous dire seulement que la jeunesse est la pépinière du développement de notre pays. C'est sur vous où se trouvent les futurs plus hauts cadres de l'État. Et vous ne pouvez l'assumer correctement qu'en vous mettant à la disposition des dispositions qui seront prises ici. Cette nouvelle étape est un pas de plus dans l'exécution de la feuille de route du ministère de tutelle, afin de produire un document stratégique ambitieux au service du développement et de l'épanouissement des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour franchir une nouvelle étape décisive. La traduction de cette vision en un plan stratégique budgétisé, assorti d'objectifs clairs, d'actions prioritaires, d'indicateurs de performance et des ressources financières identifiées. J'invite l'ensemble des participants à faire preuve de responsabilité, d'ouverture et d'esprit constructif afin que les travaux de cet atelier aboutissent à un document de référence solide, pertinent, consensuel et porteur d'espoir pour les générations présentes et futures. Pendant 2 jours, les travaux vont se poursuivre afin d'aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique susceptible de renforcer l'insertion socio-économique, la participation citoyenne et surtout l'autonomisation des jeunes en République de Guinée. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, le monde sportif vibre en ce moment au rythme de la Coupe du monde de football. En Guinée, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a fait parler son cœur une fois de plus en faveur de la jeunesse. Des écrans géants sont installés à plusieurs grands carrefours de la capitale, de Kaloum, en passant par Dixine jusque dans la commune de Bessia. Vous allez le voir partout, les jeunes suivent les matchs dans la ferveur et en toute convivialité. Ambiance et témoignages avec Bakary Bamba Kondé. Quelques jours après le coup d'envoi de la Coupe du monde FIFA 2026, la passion du football continue d'enflammer les cœurs à travers la capitale guinéenne. Afin de permettre au plus grand nombre de vivre pleinement cette grande fête sportive, les autorités ont procédé à l'installation d'écrans géants dans plusieurs communes de Conakry. Portée par la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, cette initiative mise en œuvre par Benedi Record offre aux citoyens des espaces de rassemblement conviviaux où ils peuvent suivre gratuitement les rencontres du mondial dans une ambiance festive et fraternelle. À Kaloum, au siège de la Fédération guinéenne de football, des centaines de jeunes se retrouvent chaque soir pour partager émotion, joie et suspense autour des matchs
de la compétition. On est devant la Fédération guinéenne de football, la maison du football. Vous voyez comment on est installé, on est tous là pour regarder le match. Un grand merci au président de la République parce qu'il a entendu le cri de cœur de la jeunesse. Il sait que la jeunesse aime le football. C'est vrai parce que ballon amirina malama amu makuya mabumbura nana mayema nasiga dede alkotu ngboya fa wuma uma président nangira ba wuma unala magani mabe ala yayi masiga fama ala sese mfa bala makuya de ba fa be awol fe nan to menge final ala smile santia fama ala no la guinée wa ron fe la badi mala na ba fe kan rek. Même ferveur à Dixine, où le grand géant installé sur l'esplanade du stade du 28 septembre attire une foule nombreuse. Hommes, femmes et jeunes supporters vibrent au rythme des actions du jeu, transformant chaque soir en un véritable moment de communion populaire. Ça me fait plaisir d'être avec ce beau monde-là pour juste regarder la Coupe du Monde en beauté. On n'a pas eu le temps de partir aux États-Unis, moins le Canada, moins le Mexique, mais on a eu le temps quand même à vivre en tout cas la Coupe du Monde comme ceux qui se trouvent dans ces trois pays. C'est important, une initiative salutaire. En tout cas, félicitations au président. Ça me fait plaisir de rester ensemble avec les amis pour suivre le match, surtout sur les plein air. Parce que suivre un match avec ses amis et à la maison, c'est différent. Avec ses amis, il y a de l'ambiance, on se taquine, on essaie de faire des critiques, des suggestions. Merci beaucoup. À Gbessia, précisément au carrefour Bénédit de Yimbaya, l'ambiance est tout aussi électrique. Chants, encouragements et manifestations de joie témoignent de l'engouement des habitants pour cet événement planétaire qui rassemble les peuples autour des valeurs du sport. Muboya fanga mumaelere muna mondial matofe mura fulongwe afanya binyala ngila ekanje nando yebi kalefurera wona wo mamenge sa ino wal samana wo mamenge mamadi fe gase dumbuya onna mane ala ga bu ngumma ala ga na kataga parce que yi modèle ira ba fe bo rebo onna kolon ande du koroko banne na be ne re no mai triple la bade même ça me mara bari donc me dumbuya to ira bari anomane bonye fide mirindema afanga no yi modèle raba quartier na ma sotori ala kabiri ngano atide rabade ina no itide rabade ya bogebe ira bogedi be ra bogo fonike be wallahi billahi hali dengi hali mirima falebe albaraka alime barakari. Co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde FIFA 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet. Grâce à ces écrans géants installés dans les communes de Conakry, les populations pourront suivre gratuitement les matchs dans une atmosphère de partage et de convivialité. Une initiative saluée par les citoyens qui illustre la volonté des autorités de rapprocher les grands événements sportifs des populations et d'offrir à la jeunesse des espaces de divertissement sains et fédérateurs. Au même moment, à Kouroussa, l'entreprise Kouroussa Goldmine renforce son engagement en faveur de l'emploi des jeunes. 35 bénéficiaires ont reçu une formation gratuite à la conduite d'engins lourds. L'entreprise a également rénové et équipé la salle informatique de la Maison des Jeunes. Diambo Kaba. À Amana, l'envie de devenir autonome attire de plus en plus des jeunes au chômage. Au sein de l'entreprise KGM, la stratégie d'attractivité fait du chemin. Le plan dévoile une nouvelle ambition à l'endroit des différents corps de métiers. En technique de conduite des engins lourds, par exemple, 35 jeunes sont choisis pour décrocher des contrats sur le plan local. C'est la première fois. Ce renforcement de capacité est une première ici à Kouroussa. Ça va nous permettre d'être utiles à nos différentes familles, mais aussi à Kouroussa. Dans son plan d'action pour stimuler le développement local durable, un appui technique vient renforcer la résilience locale. La salle informatique de la Maison des Jeunes est rénovée et équipée pour favoriser la formation
et l'insertion professionnelle des jeunes de Kouroussa. Un tremplin pour valoriser le potentiel de la couche juvénile afin de lutter contre le chômage. Aujourd'hui, nous avons reçu de la société minière Massa Ressources alors, un don de 10 ordinateurs et les sources d'énergie pour pouvoir alimenter notre centre informatique ici à la Maison des Jeunes. Ce don vient à un moment très important, là où nous parlons aujourd'hui de la qualification de la jeunesse. Au cœur des priorités de l'entreprise également, contribuer au développement personnel en matière de compétitivité et d'employabilité. À Mamou maintenant, la journée internationale de l'enfant africain a été célébrée ce 16 juin autour du thème de l'accès universel à l'eau, à l'éducation et à l'hygiène. Des campagnes de vaccination et d'assainissement ont marqué cette commémoration organisée avec l'appui des autorités locales, des ONG et des associations de protection des enfants. Amadou Patebaldé. C'est sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant africain » que Mamou a célébré la journée internationale des droits de l'enfant africain. À l'école primaire de Pétel, l'événement a permis à l'assainissement des locaux de cette école où les enfants et leurs encadreurs, soutenus par les autorités locales, ont procédé au nettoyage systématique de cet établissement retenu cette année comme centre d'examen. J'ai le droit à l'éducation, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit à la protection. À vous, chers enfants, nous adressons un message d'espoir. Continuez à apprendre, rêver et à cultiver les valeurs de respect, de discipline et de solidarité. La célébration de cette journée internationale de l'enfant africain s'est poursuivie également au centre de santé de Sabo. Dans le cadre de la protection des droits de l'enfant, les autorités ont procédé au lancement d'une vaste campagne de rattrapage des enfants de 0 à 59 mois dont le coup d'envoi a été donné. Donc nous saluons de passage cette initiative de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités pour cette synergie d'action en faveur des enfants. C'est pour dire que l'État, à travers ces structures déconcentrées, pense et au service des enfants de la préfecture et de la région de Mamou. Cette approche multisectorielle voulue par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité a favorisé une synergie d'action entre les différents services impliqués dans la protection des droits de l'enfant. Nous remercions les plus hautes autorités pour l'initiative de ces grandes activités en faveur de nos populations, pour faire de cette cérémonie effectivement un éclat particulier pour la commune urbaine de Mamou, précisément dans les écoles primaires de Pétel et au centre de santé de Sabo. Au cours de ce mois dédié aux enfants guinéens, l'inspection régionale de la femme, de la famille et de solidarité compte mener des activités de sensibilisation à l'endroit des communautés et des familles parentales positives, des émissions interactives et des tables rondes axées sur la promotion des droits de l'enfant et l'appui en kit aux survivants de VBG. Dans le district de Dandou-Bendou, le programme alimentaire mondial et l'ONG Toi et Moi pour la communauté ont procédé à la remise des actifs réalisés dans le cadre du projet Riz pour la résilience et l'accès au marché, village fin zéro de Madou, financé par la République de Corée. Ce programme vise à renforcer la sécurité alimentaire et l'autonomisation des communautés de Gekedou et Massanta. Samartin Fassinadouno. Après plusieurs années d'accompagnement, de formation et d'investissement communautaire, l'heure est venue pour les populations des villages du projet Fin Zéro de prendre pleinement possession des infrastructures et équipements mis à leur disposition. La cérémonie de remise des actifs marque ainsi l'aboutissement d'un processus de développement participatif engagé depuis 2023 par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'ONG Toi et Moi pour la communauté TMC. Le projet visait principalement à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 330 ménages à travers la création d'actifs communautaires, accroître la productivité et l'accès au marché de 330 petits exploitants agricoles, notamment les femmes et les jeunes. Avec ce projet, l'approche village fin zéro, ces communautés ont démontré leur performance qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus maintenant village fin zéro.
et dans la catégorie C. Les actifs remis comprennent notamment des magasins de stockage, des infrastructures de séchage, ainsi qu'une unité industrielle, des investissements destinés à près de 3 milliards de francs guinéens qui témoignent de l'engagement des partenaires à soutenir durablement le développement économique des zones rurales. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'abord les bâtiments pareils pour déposer nos nourritures. On les remercie beaucoup. Surtout aujourd'hui, ils viennent de nous donner les clés de nos bâtiments pour l'unité de transformation et de séchage près le magasin. Nous remercions sincèrement notre partenaire, le Programme alimentaire mondial, pour leur accompagnement dans nos communautés pour éradiquer la faim, et aussi les services techniques de l'État qui ont apporté leurs appuis sur tous les plans. Le modèle village fin zéro s'impose progressivement comme une réponse concrète aux défis de la sécurité alimentaire et du développement local durable en Guinée, avec l'ambition de construire des communautés plus résilientes, plus productives et plus solidaires. Le ministère de l'Élevage et le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée misent sur des organisations interprofessionnelles fortes pour améliorer la filière bétail, viande et porcine. L'objectif est de mieux structurer les acteurs et surtout de renforcer la sécurité alimentaire. Voici pour mieux comprendre les explications de Sarafdine Diallo et Nabila Moussa Kamara. Les filières bétail, viande et porcine occupent une place stratégique dans l'économie nationale. Elles contribuent à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la génération de revenus pour les ménages ruraux et au développement des territoires. La tenue de présent atelier a pour objectif principal de procéder à l'élection des membres du bureau exécutif et du comité de surveillance des deux filières. Pour la région de l'Abbé, la filière bétail-viande. La mise en place d'organisations interprofessionnelles fortes et représentatives constitue aujourd'hui une nécessité pour plus de rendement. Nous sommes convaincus de l'aboutissement de ce processus avec l'expertise mobilisée au niveau national et international pour nous accompagner jusqu'à la mise en place des OIP au niveau national. Cette rencontre constitue une étape importante pour le renforcement de la filière bétail-viande. Elle offre l'occasion aux différents acteurs de se concerter afin d'améliorer l'organisation, la production, la commercialisation et la valorisation des produits de l'élevage. Le ministère de l'Élevage et le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée font de l'organisation des acteurs de la chaîne bétail, viande et porcine, ainsi que de la sécurité alimentaire, des objectifs prioritaires. La CONASEC réaffirme sa pleine disponibilité à accompagner ce processus et à travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, les services techniques, les chambres consulaires, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des professionnels concernés. La mise en place des organisations interprofessionnelles va permettre de renforcer le dialogue entre les différents maillons des chaînes de valeur, de promouvoir les intérêts des acteurs et de contribuer durablement au développement du secteur de l'élevage en Guinée. Dans le reste de l'actualité maintenant, Conakry vient d'accueillir la messe internationale de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. C'est une célébration marquée par la fraternité et la communion avec la participation d'une 50aine de prêtres venus de 13 pays de la sous-région. Notre équipe était sur place. Voici le reportage d'Abraham Christophe Conté. Au terme des travaux de ce 12e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO, une messe internationale est célébrée, couplée à la messe de clôture de l'événement. Elle regroupe les délégations des prêtres venus des 13 pays de la sous-région ouest africaine. Chants liturgiques, prières et recueillements marquent la quintessence de cette messe internationale. De nos habitudes que lorsque nous sommes dans un pays pour célébrer un congrès, réfléchir et prier en même temps, cela nous donne toujours l'occasion d'aller rendre visite à des communautés, à des paroisses, pour non seulement faire connaissance, mais aussi prier en nous confiant à ses fidèles, mais aussi en priant pour ses fidèles. Ces prêtres sont venus tenir leur congrès chez nous, avec pour thème phare la paix, la cohésion sociale.
Je pense que c'est des messages que nous avons besoin actuellement dans notre pays, dans nos familles respectives et aussi dans notre paroisse. Dans l'homélie du célébrant principal, le rôle essentiel des prêtres dans la promotion des valeurs de solidarité, de dialogue et de réconciliation entre les peuples est évoqué. Le message s'inscrit dans l'esprit du congrès placé sous le signe de la fraternité sacerdotale et de la collaboration pastorale. À l'issue des échanges fructueux, les participants du congrès, convaincus désormais que la fraternité dont il est question entre prêtres et le peuple de Dieu en Afrique n'est plus simplement celle d'un lien de sang, mais celle qui conduit le chrétien africain à voir en tout être humain un frère, une sœur. Cette messe internationale, couplée à la clôture de ce 12e congrès, témoigne de la volonté des prêtres de ces pays à renforcer leur coopération face aux enjeux sociaux, humanitaires et spirituels. L'événement s'achève avec un engagement renouvelé des participants à renforcer la fraternité sacerdotale et le leadership du missionnaire. Et puis, mesdames et messieurs, je le disais au sommaire de ce journal, et nous allons mettre le cap maintenant sur Kouroussa, précisément dans le Hamana, où la traditionnelle fête de la mare de Kourala a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Vieille de plus de 7 siècles, cette célébration sacrée continue de rassembler des milliers de personnes entre ferveur mystique, retrouvailles familiales et démonstrations spectaculaires. Immersion au cœur de cet événement exceptionnel avec Alpha Issa Gaba. Plus de 700 ans d'histoire, la mare de Kourala ne se contente pas d'être un point d'eau, elle est le pilier identitaire de tout le Hamana. Cette année encore, la célébration a tenu toutes ses promesses, transformant ce village de la préfecture de Kouroussa en un véritable carrefour culturel. Ici, fils et filles ressortissants de Kourala, fiers de leurs racines, ont convergé vers le village. La fête de la mare est un événement culturel, historique, que Kourala et Balato effectuent chaque année depuis des siècles et des siècles. Cette année, la particularité de la fête, elle a été placée sous le régime de l'émergence culturelle. Autant que Mamaya à Kankan a pris de l'ampleur, autant que la fête de la mare doit en prendre. Le Doum Doum va encore rappeler la danse des hommes forts, a littéralement enflammé la cérémonie. Au rythme effréné des percussions, les danseurs ont rivalisé d'agilité et de vigueur. Une démonstration physique qui, bien plus qu'une simple performance, symbolise le courage, la résilience et la force des hommes de cette région de la Guinée. Ça permet de rassembler des fils et les filles du pays. Ça, c'est un événement culturel que nos ancêtres ont laissé avec nous. Donc, qu'est-ce que nous devrions faire? On doit continuer à pousser la jeunesse de venir valoriser notre culture. Cet événement appelle tous les fils de tous les côtés du monde entier afin qu'on se retrouve là, qu'on parle de la fraternité, qu'on parle du progrès de nos contrées et qu'on parle de tout ce qui peut diviser, alors que, afin que l'harmonie, le progrès soit intensifié dans notre contrée. Entre rites ancestraux et ferveur populaire, la fête de la mare de Kourala confirme son statut de plus grande célébration du Yamana. Une tradition qui, malgré le poids des siècles, continue de battre au rythme des tambours, unissant les générations dans un même souffle de fierté. À présent, mesdames et messieurs, voici le contenu de ce communiqué du parquet général après la cour d'appel de Conakry. Le parquet général après la cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique qu'il a été saisi d'une dénonciation relative à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale de meurtre en lien avec le décès de Madame Rachel Whitemore, citoyenne canadienne retrouvée morte à son domicile au Canada le 29 juin 2007.
Au regard des informations contenues dans cette dénonciation et conformément aux dispositions des articles 41, 42, 44 et 759 du Code de procédure pénale, le parquet général a prescrit l'ouverture d'investigations judiciaires destinées à vérifier les faits dénoncés et à en apprécier la portée pénale éventuelle. À cet effet, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a été instruit de faire procéder à toute diligence utile en vue de la manifestation de la vérité. En exécution de ces instructions, la direction centrale de la police judiciaire a été saisie aux fins d'entreprendre les investigations nécessaires. Celle-ci vise notamment M. Rafi Ousso, de nationalité guinéenne résidant à Conakry, dont le nom est cité dans la dénonciation transmise à l'autorité judiciaire. Le parquet général tient à rappeler que, conformément aux principes consacrés par la Constitution de la République de Guinée, les instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés, ainsi que les dispositions du Code de procédure pénale, l'intéressé bénéficie pleinement de la présomption d'innocence tant qu'une décision de justice définitive n'aura pas établi sa culpabilité. Le parquet général veillera au respect scrupuleux des droits de la défense, du principe du contradictoire, de la dignité du suspect ainsi que de l'ensemble des garanties procédurales prévues par la loi. Il rappelle également que les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître dans les conditions prévues par l'article 759 du Code de procédure pénale les infractions commises hors du territoire national par un citoyen guinéen lorsque les conditions légales d'exercice de cette compétence sont réunies. Le parquet général réaffirme sa détermination à conduire cette procédure avec toute la rigueur requise par la loi afin que toute la lumière soit faite sur les faits dénoncés et que les responsabilités éventuellement établies soient tirées conformément aux règles de droit. Fait à Conakry le 17 juin 2026, le procureur général Fallou Doumbouya. Ce communiqué de condoléances, le gouvernement de la République de Guinée a le profond regret et l'immense tristesse d'annoncer le décès du professeur Maurice Jebolemou Togba, ancien ministre de la Justice de la République de Guinée, survenu ce lundi 15 juin 2026 à 4 h du matin à la clinique Pasteur de Conakry des suites de maladie. Avec cette disparition, la nation guinéenne perd l'une de ses plus éminentes figures du monde universitaire et de l'administration publique. Un juriste de haut rang dont le parcours exceptionnel a durablement marqué le développement de la justice, de l'enseignement supérieur et de la formation des élites nationales. Professeur agrégé de droit, universitaire reconnu et serviteur dévoué de l'État, il a consacré sa vie à la transmission du savoir, à la promotion des valeurs de justice, de rigueur et d'intégrité, ainsi qu'au renforcement des institutions de notre pays. Son engagement au service de la République, son sens élevé du devoir et son attachement indéfectible à l'état de droit demeureront une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Le gouvernement de la République de Guinée salue avec respect la mémoire d'un homme de science, d'un grand commis de l'État dont les contributions ont profondément enrichi la pensée juridique nationale et renforcé les fondements de notre administration judiciaire. Au nom de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues à la famille éplorée, à ses proches, à ses anciens collaborateurs, à ses étudiants, à l'ensemble de la communauté universitaire, ainsi qu'au peuple de Guinée tout entier. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement exprime sa profonde compassion et prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son infinie miséricorde, de lui accorder le repos éternel et de réconforter tous ceux qui sont éprouvés par cette disparition. Le gouvernement informe par ailleurs qu'un symposium d'hommage sera organisé le 24 juin 2026 en mémoire de l'illustre disparu. Il sera suivi du transfert de la dépouille mortelle à Zérékoré où vont se dérouler les obsèques conformément aux volontés exprimées par le défunt. Le gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.